Bonsoir à toutes, enchantée de vous recevoir sur l'émission Racontases littéraires. Ce soir, je suis encore toute seule, mais Koulsoum reviendra bientôt pour d'autres aventures littéraires. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un passionné d'histoire de la Réunion, Monsieur Jacques Dumora. Bonsoir Jacques. Bonsoir chère madame. Donc, alors, pour présenter un peu Jacques, c'est un ancien animateur socioculturel, c'est ça, autour de l'histoire de la Réunion, voilà. Mais là, vous vous consacrez essentiellement à l'écriture. Voilà. Oui, alors mon métier, ça a été animateur socioculturel dans les quartiers prioritaires de la ville de Saint-Denis, où effectivement j'ai fait beaucoup d'histoires avec les enfants et les jeunes. Et là, c'est vrai que je me consacre maintenant à mon travail d'écriture qui a trait à l'histoire de la Réunion, entre autres. Voilà, donc histoire de la Réunion qui nous permet de découvrir quand même des personnages inconnus dans l'imaginaire collectif, parce que vous venez pour votre roman qui s'appelle donc Louis Timagène Ouatt, voilà, un procès politique à Bourbon en 1836. Alors pourquoi ce sujet, pourquoi ce personnage ? Alors ce personnage, il est important pour l'histoire de la Réunion et largement méconnu. Oui. Voilà, on est dans les années 1830 et en 1835, un jeune dionysien, il habite dans le quartier de Petite-Île à Saint-Denis, bas de la rivière, il accueille chez lui des amis et ensemble ils refont le monde, comme ça peut nous arriver. Et ils refont le monde, ils refont une île Bourbon débarrassée de l'esclavage. Et ils sont étroitement surveillés par la police. Et en 1835, ce garçon, vu comme un leader complotiste par la justice coloniale, va être arrêté par le commissaire Collet et emprisonné à la prison de Saint-Denis dans l'attente de son procès, qui aura lieu en juillet et août 1836. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Le procureur Barbaroux lui reproche, en fin de compte, le procureur Barbaroux, c'était le numéro 2 du gouvernement après le gouverneur, donc c'est le chef de la justice coloniale, et donc il lui reproche donc, de comploter avec 19 libres de couleur et esclaves. Il faut rappeler que Louis Timagène Ouatt est un libre de couleur, d'ascendance mauricienne. Parents libres de couleur. Son père vient à La Réunion pour travailler dans les travaux publics. Et donc, Timagène est un homme libre. Alors, il faut rappeler que les libres de couleur, dans les années 1830, mais même avant, avaient eux-mêmes des esclaves. Voilà. Donc, on n'était pas dans une société uniforme et la société réunionnaise était beaucoup plus complexe que cela. Parce que tout simplement, pour être concurrentiel sur un plan économique, il fallait avoir des esclaves. Mais tous les colons n'ont pas d'esclaves. Les colons très pauvres n'en ont pas, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Donc Timagène Ouatt, effectivement, revendique son attachement à l'abolition, revendique son refus de voir la traite illégale perdurer. Il faut rappeler que la France fait cesser la traite négrière en 1817, et qu'entre 1817 et 1848, surtout entre 1817 et 1835, vont rentrer à l'île Bourbon près de 50 000 esclaves. C'est très important, en effet, majoritairement de Madagascar. Donc les traiteurs, les négriers, donc, ne respectaient pas la loi. Néanmoins, les complicités des gouvernements locaux, c'est-à-dire des gouverneurs et des conseils coloniaux qui se sont succédés, ont permis une traite illégale qui a vu le traitement des esclaves sur les bateaux empirer, alors qu'avant, il s'était codifié par le Code noir. Et lorsque les marines militaires françaises ou anglaises qui avaient vocation à regarder un petit peu la traite négrière de prix, ils étaient en capacité de monter sur les bateaux, bien souvent, et on a des témoignages, les négriers jetaient leurs esclaves à la mer. Ah oui. Donc on a des exemples assez dramatiques sur ce sujet, et Timagène le dénonce. En fin de compte, Timagène, c'est un jeune intellectuel qui dit son opposition à l'esclavage. C'est le correspondant à Bourbon de la Revue des colonies, qui est un journal parisien abolitionniste, créé par Cyril Bicêtre,
lui-même antillais. Antillais, oui. Ouais, c'est ça, et qui a été exclu de la colonie martiniquaise quelques années avant. Et donc, pour les colons, Timajan Ouatt, en fin de compte, est un homme qu'il faut faire taire, Et oui, c'est un dangereux danger, pour le système bien sûr. colonial, et donc il va être arrêté. Et oui. Et donc, en fait, on sent dans votre roman le souci du détail. Alors, il y a tout le système judiciaire qui nous est présenté, hein, et notamment comment dire, le choix des assesseurs. Alors, pourquoi on comprend pas. Enfin, on comprend que c'est un choix qui pose problème parce qu'il y a des accointances. Il ne faut pas être au niveau légal. Il ne faut pas, par exemple, ne pas avoir d'esclaves. Ou il y a cette histoire avec la femme d'un des assesseurs. Enfin, il y a tout ce système-là qui est mis en lumière. C'est ça. C'était assez important pour comprendre. En colonie, en tous les cas, en colonie bourbonnaise, il y a une cour d'assises qui ressemble assez bien à la cour d'assises d'aujourd'hui. Il faut comprendre, et je me suis attaché à étudier la loi, et les lois qui évoluent beaucoup dans les années 1830, là où, par exemple, les esclaves pris dans le complot, les 5 esclaves, aurait été décapité par le même Barbaroux en 1832 à Saint-Benoît, donc il a fait décapiter 2 esclaves, ne peuvent plus subir la peine de mort. La loi a changé. Donc la cour d'assises, elle est présidée par un président qui s'appelle Athanase Monginet. Dans ce procès hors norme, il va y avoir 2 procureurs, donc Charles Auger Barbaroux et Prosper de Grélan, qui est un dur parmi les durs, et de descendance malgache quand même. Et ensuite des assesseurs, en effet. Il faut savoir que tous les prévenus, tous les accusés ont un avocat. Oui, c'est ce qui est... Libre de couleur, il y a la longue liste comme les esclaves. Et effectivement, il y a des assesseurs. Et on a vu dans ce procès que des hommes, des Dionysiens et des Saint-Andréens, il faut rappeler que ce procès est appelé le procès de Saint-André, parce que certains des prévenus sont Saint-Andréens, et pour moitié les Dionysiens. Et il y a des assesseurs, surtout de Saint-André, qui ont voulu s'imposer, des hommes, comme assesseurs. Il faut reconnaître à Barbaroux, à Charles Auger Barbaroux, qui est un juriste et qui est un procureur très scrupuleux sur le droit. Il ne s'en laisse pas compter. Et il a rejeté nombre de ces hommes qui, en fin de compte, voulaient s'imposer pour pouvoir condamner très lourdement Timajan Ouatt et ses soi-disant complices. Alors moi, effectivement, j'adopte la thèse de Timajan, qui voit dans ce procès un procès politique. Ah ben oui, tout à fait. Un procès politique, puisque 20 hommes désarmés face à une île où on a une milice en armes, des militaires, une gendarmerie, des colons armés, c'est pas crédible. Néanmoins, on est dans ces années 1830 où l'esclavage n'est plus un thème tabou à Paris. Il est débattu, en tous les cas son abolition. Malheureusement, elle arrivera très tard, en 1848. Elle aurait pu arriver avant, puisque des décrets sont présentés aux assemblées régulièrement. Bon, c'était pas prêt, d'autant plus que les colons, surtout antillais, réunionnais et guyanais, freinaient des 4 fers pour d'abord rappeler que l'esclavage était garanti par l'état de droit. Oui, et que les esclaves étaient des propriétés garanties par l'état de droit. Et qu'il n'était pas question de voir une abolition prématurée tant que l'esclave ne ferait pas société et moralité. Ils étaient considérés comme étrangers quand même. Et ça, dans les archives, nous le disent. On parle d'étrangers qui sont dans l'incapacité de faire société. Mais aussi le rachat des esclaves par l'État, qui arrivera en 1849, puisque Napoléon III donc, signe un décret et qui permet donc à chaque propriétaire d'esclaves de toucher 711 francs par esclave racheté par l'État. C'est-à-dire ils ont fait de l'argent donc sur des hommes qui avaient été asservis, et des femmes, et des enfants. Ah oui, tout à fait. Mais justement, dès le début, finalement, on sent que c'est un procès biaisé. On connaît l'issue. Donc, c'est vrai qu'on se dit... finalement, pourquoi avoir mis tout ce système judiciaire en place ? C'était une volonté de condamner finalement ce système biaisé ou de montrer justement comment cette société était organisée, même judiciairement, parce qu'il y a aussi la posture de Paris,
on a la posture de Bourbon. Enfin, il y a toute cette volonté-là, finalement, dans votre les colons roman. et des responsables coloniaux du Conseil colonial, qui sont des durs parmi les durs, mais les conseils coloniaux qui sont succédés à travers l'histoire ont toujours eu besoin de complots. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, ouais. Dont certains fabriqués. On prenait trois pauvres esclaves qui, bien effectivement, avaient pu dire leur souffrance et l'exprimer à voix haute ou marronner, etc. Bon, bref, comme le complot de Saint-Benoît, qui n'en est pas un, mais où les conséquences vont être graves pour deux d'entre eux, puisqu'ils vont être exécutés. Donc, le complot, il est récurrent dans l'histoire de la justice coloniale. Ils ont besoin de complots pour freiner l'abolition qui vient, pour dire, regardez, ils ne sont pas prêts, ils complotent, ils veulent nous assassiner, etc. etc. Voilà. Alors qu'en fin de compte, tout cela est faux, selon Timagène et selon moi, puisque j'adopte sa thèse. C'est un garçon qui est un esprit libre, qui dit son opposition à l'esclavage et qui le fait savoir par sa délégation au niveau de la revue des colonies, qui est un journal vraiment anti-esclavagiste et qui le proclame. Donc voilà, donc Timagène, c'est un homme qui mérite d'être connu, qui est oublié de notre histoire. Bon, il y a plein de raisons pour cela, mais la raison la plus simple, c'est que l'histoire de la Réunion n'est pas apprise aux enfants réunionnais. Bien sûr, et ça, c'est des choses qu'il faudrait changer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà. Enfin, que les Réunionnais, faut qu'on ait accès à notre histoire quand même. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple on peut aller au-delà à leur histoire et à leur langue. Bien sûr. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, bien sûr. En tous les cas, s'agissant de Louis Timagène Ouatt, c'est un des rares héros que nous avons. Auguste Lacossade est l'ami de Timagène. Oui, j'allais y venir. Justement, il y a il y a Auguste Lacossade. On a aussi le comte de Lille dans votre. Oui, le comte de Lille, lui, qui est installé à Paris. On va dire qu'Auguste Lacossade prend des positions plus radicales que le comte de Lille. Exactement. Ils se connaissent avec Timagène. Est-ce qu'il a témoigné au procès? J'en sais rien. Ça, c'est un peu la part de fiction que j'ai mis dans le procès à la cour d'assises, où je fais témoigner Auguste Lacossade, Eugène Daillot, Robinet de la Serve, des hommes qui cheminent intellectuellement vers une abolition de l'esclavage assumée. Et Auguste prend le bateau juste après le procès et quitte la Réunion définitivement. D'accord. Voilà, parce qu'il a été malmené, lui, fils de Fanny Desjardins. Fanny Desjardins, qui avait des esclaves, ami de Robinet de la Serve, il a été malmené parce qu'il était métis, tout simplement. Et donc là aussi, les colons l'ont rejeté, alors que nous avons là l'un des plus grands poètes réunionnais. Mais tout à fait. Et c'est vrai que, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que qui veut avoir un aperçu, moi c'est en tout cas ce que j'ai ressenti, de ce système judiciaire floué et cette tension autour de la question de l'abolition de l'abolition de l'esclavage qui ne devrait pas en être un, finalement, compte tenu des dates. On s'aperçoit que c'est encore très sensible en fait dans ce roman, quoi. C'est vraiment. Et moi j'aimerais savoir, ça vous a pris combien de temps pour écrire ce roman? Parce qu'il est dense, Jacques, il est. Bon, le prochain il sera moins épais, mais bon, je pouvais pas me freiner mes ardeurs d'écrivain parce que tout est important. J'ai mis 4 ans pour l'écrire. Ah bah oui. Ah bah ouais, j'imagine. Et puis faut être vraiment passionné par ces archives, rechercher les faits, parce que là, on est complètement impliqué dedans. Je dois dire, dès le début, avec toute cette présentation des personnages, déjà, on se dit waouh, quoi, quel travail. Faut vraiment être passionné. Oui, alors les personnages sont tous les personnages réels, acteurs du procès. Voilà, moi, j'ai dépassé la passion, je m'assume comme écrivain et donc je connais les enjeux et les contraintes entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut travailler tout simplement et écrire. Mais c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Parfois, je publie des livres plus petits.
Donc, est-ce qu'il y a des projets d'écriture bientôt? Oui, Donc, oui, sur cette thématique ou d'autres oui. facettes de Mais on l'histoire va, de on la va pas Réunion? retrouver Timagène Ouad, mais Ouais. on va retrouver son esprit dans dans mon prochain projet. Mhm. Avant de passer à mon prochain projet, c'est de dire, pour conclure sur Timagène Ouad, que Oui. Timagène, il l'a dit, il le déclare, il en témoigne, il voit une réunion réunie. Il n'y a Oui. pas d'esprit de vengeance. Mhm. Il voit la réunion fraternelle. Mhm. Il voit la réunion que l'on appelle la réunion du vivre ensemble. Mhm. Et on est en 1836. Eh oui, donc c'est Et un visionnaire. faut rappeler qu'il est l'auteur des Marrons, Mhm. considéré comme le premier roman réunionnais, Mhm. qui est important, non pas par sa qualité littéraire, parce qu'il faut reconnaître, Timagène n'a pas persisté dans l'écriture. Mhm. Il a eu une vie quand même extraordinaire après. Mhm. Voilà, donc Timagène Ouat est un homme qui a une vision, pour la Réunion, où les Réunionnais, des diverses composantes et des diverses origines, contraintes ou volontaires, a vu notre île réunie et fraternelle, donc qu'on peut considérer comme telle, surtout quand on regarde l'état du monde Bien sûr. et que c'est un trésor à préserver. Mhm. Voilà. Timagène Ouat, donc, est condamné à 7 Oui. ans d'exclusion de la colonie, Mhm. là où les 4 des esclaves vont être envoyés à l'île Mhm. Sainte-Marie Mhm. à perpétuité, après avoir subi le fouet, l'exposition au poteau et la chaîne. Ils ne Mhm. reviendront jamais à Bourbon. C'est Mhm. dramatique pour ces hommes. Bien Timagène sûr. va faire un beau mariage Mhm. avec l'une des couturières préférées de l'impératrice Charlotte de Prusse, l'impératrice de Russie. D'accord. Et on le retrouve en 1841 à Saint-Pétersbourg, en train de visiter le musée pendant que sa femme livre des robes à l'impératrice. D'accord. Il a fait tourner les tables, c'était très à la mode à l'époque, le D'accord. spiritisme. Et on Mhm. trouve quelques traités de spiritisme de Timagène sur la BNF, Bibliothèque nationale de France. Mhm. Et ensuite, il va se former à la médecine homéopathe. Et ça, c'est très novateur. Donc, c'est un inventeur. Ah oui, Et c'est il un finit visionnaire. sa vie dans la ville de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a 140 ans. Et il a un cabinet de médecine homéopathique. D'accord. Ah bah oui, c'est Il une décède belle... le 9 août 1883 et le lendemain, il est inhumé au cimetière de Montmartre aux côtés de sa fille. C'est-à-dire D'accord. qu'il est mort à Pau, c'est-à-dire dans le sud-ouest de la France, et le lendemain, il est à Paris. Il avait dû préparer ses obsèques Mais et oui. son cercueil est monté dans un train. Eh ben, c'est waouh, c'est une destinée. Oui, Ouais. voilà. Et il faut continuer à faire beaucoup pour cet homme. Nous avons Mhm. besoin de Bien mémoire au sûr. pluriel à La Bien Réunion. sûr, bien sûr. Nous avons besoin d'histoire, nous avons Oui, besoin de faire que les enfants, mais qui deviendront des adultes, mhm. s'emparent de leur histoire et la regardent dans les yeux Bien et la sûr. regardent fièrement. Ben oui, fièrement. C'est ça, Ouais, c'est ouais, très ouais, ouais. important. C'est très important. Et Mm. donc, vous, on vous sent passionné quand même, hein, Oui, il y a de la par passion, cette oui. histoire-là, Oui, parce que oui. c'est vraiment, enfin, Mm. ça se transpire. Oui. C'est vraiment, même quand vous en parlez, bon, enfin, je veux dire, c'est la preuve de ce roman, c'est parlant. Donc, voilà. Oui. C'est vraiment ça. Donc alors, votre autre projet, ce sera Eh un peu bien, sur le même thème on va, ou non, vous allez on encore... va remonter le temps. On va sans Ouais, doute démarrer le roman à Port-Louis, puisque les d'accord. Réunionnais, quand ils étaient pris par les Anglais, les traiteurs, les négriers, Mhm. mais très rarement quand même, ils étaient ramenés à Port-Louis, à l'île Maurice, qui était française à l'époque. Oui, d'accord. Alors non, pardon, qui était anglaise. Non, en Anglaise. 1817, elle était Mhm. anglaise. Et on va cheminer dans toute cette histoire de la traite négrière illicite pour comprendre à la fois que cette traite négrière augmente la population servile de Bourbon, parce que s'il n'y a pas 50 000 esclaves qui rentrent à Bourbon, il n'y a plus d'esclavage. Eh bien oui, Voilà, forcément. il s'éteint naturellement parce que Mhm. l'espérance de vie des esclaves, elle est très courte. Bien sûr. Et il faut rappeler que les esclaves pris sur les négriers étaient considérés comme des hommes libres, c'est la loi qui le dit, mais que l'article suivant dit que ces hommes seront confiés aux ateliers des Noirs du Roi, qui à l'époque à Saint-Denis était du côté de Petite-Île, et qui signent un contrat de 7 ans. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont le même statut que les esclaves, et que ces contrats de 7 ans, ils vont se renouveler jusqu'à l'abolition de 1848. Ah oui, donc voilà, enfin, c'est un pan, c'est des pans d'histoire qu'on ignore.
qu'on ignore. Oui, mais il faut l'enseigner, Et il le faut travailler. l'enseigner, il faut que ce soit connu pour que justement on sache ça. C'est Oui, important, tout à fait. c'est important Tout à pour fait. la Beaucoup de civilisation, bien Réunionnais sûr. descendent de la traite négrière Et oui. illicite. Et oui. Bien sûr. Et oui, et peut-être, voilà, ça, quand on sait ça, on chemine différemment, on pense différemment, peut-être éveiller quelques petites graines, voilà, Oui, c'est ça. oui. Traite négrière, rappelons-le, qui a été un drame encore plus dramatique que le transport lorsque le Code noir légiférait sur le transport des esclaves sur les bateaux. Là, on entasse. On navigue en missouk. Si on est contrôlé, on a des archives qui nous disent que les négriers jetaient les esclaves à la mer. Ah ouais, voilà. Et à la fin, la traite négrière se fait sur des tout petits bateaux et où on les débarque partout sur l'île. Ah ouais. Et vraiment, ils sont entassés comme... même les animaux ne sont pas entassés ainsi. Donc, vaste programme et vaste projet. Et on aura toujours donc à cœur de vous recevoir, monsieur. Merci beaucoup. Alors, on demande à nos invités de venir avec quelque chose qui les caractérise ou... Voilà, non, vous Oui, je suis venu avec moi, mais peut-être. Oui. Alors peut-être que vous pouvez nous en parler rapidement. Cet objet de cet ouvrage. Qui est un long poème de 50 pages coécrit avec Michou Itard et Estelle Patiama au graphisme en créole et en français. C'est un chant d'amour pour la Réunion. Un chant d'amour, ouais. Si bon Dieu l'a fait, terre au mater, que l'on va scénariser. Il va, toute l'année 2024, il va tourner par des lectures, animées par des danseuses et animées par une exposition de sculptures issues de ce projet d'écriture. Voilà, c'est un très beau texte selon les gens qui l'ont déjà écouté. Super programme. Écoutez, on vous remercie beaucoup, monsieur Dumora, pour ce passage, pour tout ce savoir qui nous éclaire un peu sur qui on est, d'où on vient. Je pense que ce sont des questions quand même qui sont importantes. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures littéraires. Bonne soirée.